L'heure des citoyens est de retour au menu cette semaine. Le Sénégal avec le maire de Dakar qui a été révoqué. Barthélémy Dias ne s'avoue pas vaincu. Il compte poursuivre la bataille, mais en attendant, il a été remplacé au poste de maire de Dakar. Nous en discutons au Bénin. Patrice Talon était face aux députés ce vendredi pour son discours sur l'état de la nation, le président béninois qui a dressé un tableau assez élogieux de son action, réaffirmant à la fin de son discours que le développement du Bénin est au-dessus de toute intrigue politique. Nous terminerons par la Guinée. Une délégation de la CEDEAO est annoncée là-bas alors que la date du 31 décembre approche. C'est la date que Mamadi Doumbouya avait choisie pour passer la main aux civils, mais aucun signe de l'organisation d'élections ne se pointe à l'horizon. Au Sénégal, le maire de Dakar ne s'avoue pas vaincu. Petit rappel des faits, il a été révoqué par le préfet de Dakar le vendredi 13 décembre dernier à la suite d'une plainte d'un militant du parti au pouvoir, PASTEF. Ce dernier estime que Barthélémy Dias doit être déchu de son mandat de maire parce qu'ayant été condamné dans une affaire de meurtre. Ce jeudi, la première adjointe a commencé en tout cas à assurer l'intérim à la mairie de Dakar. Barthélémy Dias, lui, a exprimé sa détermination à poursuivre ses actions malgré les obstacles politiques et judiciaires. Mes invités pour en parler, Amadou Camara Gueye, journaliste au quotidien sénégalais L'Enquête. Vous avez signé cette semaine un article sur Barthélémy Dias, le phénix à l'épreuve de la mise à mort politique. C'est le titre de cet article, nous en parlerons bien évidemment. Mamadou Thior est avec nous, vous êtes journaliste, analyste politique. Bonjour, cher confrère. Bonjour, Sani Mouni. Alors, je commence par Amadou Camara Gueye, comme je le disais tout à l'heure, un long article finalement où vous avez rappelé les grandes lignes du parcours politique de Barthélémy Dias. Est-ce que vous estimez avec le recul que c'est la fin d'un parcours politique exceptionnel au Sénégal? Bon, je ne le dirai pas. Je veux être factuel comme Saint Thomas. Je ne sais pas ce qui se passera demain. Mais tout compte fait, il est clair que Barthélémy Dias est dans une situation très difficile. Donc, au regard de son parcours politique, c'est quelqu'un qui a pu sortir de certaines positions à chaque fois qu'il était appelé ou bien à chaque fois qu'il était dos au mur. Mais cette fois-ci, je ne sais pas ce qui adviendra. Mais ce sera très difficile pour lui quand même de faire face à la machine judiciaire et aussi à une certaine furie ou bien colère de ses adversaires, même s'ils ne se sont pas encore prononcés. Mais on sent qu'il est en train de perdre la mairie. C'est vrai qu'il a déjà déposé des recours. On attend ce qu'il adviendra de ces recours-là. Mais sur le plan politique, je pense qu'il est vraiment mal à l'aise. Il est un peu écarté. Il est un peu esselé. Parce que si on se base sur la dernière élection, moi, personnellement, je suis surpris par l'électorat de leur coalition, Samoussa Kadou. Ils ont obtenu 3 députés. 3 députés, alors que le parti au pouvoir a 130 députés ou 131 députés. Lors de l'élection présidentielle aussi, la coalition de Tahaou Sénégal, de Khalifa Sall, dont faisait partie Barthélémy Dias, a obtenu que 69 000 voix. 69 000 voix, c'est presque un député au Sénégal. Donc, on donne du temps au temps et après, on verra ce qu'il adviendra d'ici quelques jours, d'ici quelques mois. Mais il est vraiment dans une situation très difficile et il sera très compliqué pour lui quand même de rebondir. Mamadou Thior, vous connaissez ce personnage politique. Diriez-vous qu'il a un avenir après tout ce qui se passe? Oui, on peut dire un avenir en pointillé, mais il ne faut pas trop vite enterrer Barthélémy Dias parce que, vous savez, les Sénégalais n'aiment pas quand on s'acharne sur plus faible. Ousmane Sonko même en a fait le frais et ça lui a réussi. Quand on a vu Macky Sall s'acharner sur lui depuis l'élection de 2019 et ce qui s'est passé entre 2021 et 2024, c'est pour cela, oui, le pouvoir en place a intérêt à ne pas trop
pousser le bouchon loin parce que Barthélémy Diaz veut exploiter cela au maximum. Et à terme, il peut retourner cette affaire-là en sa faveur. Mais il faut dire que, comme l'a dit mon confrère, au vu des résultats, que ce soit la présidentielle et les législatives, la défaite épuisante de Barthélémy Diaz et ses partisans, je pense que oui, c'est très mal engagé pour Barthélémy Diaz. Et c'est à se demander même est-ce que ça vaut la peine pour cet acharnement-là sur Barthélémy Diaz à lui retirer son mandat de maire. Est-ce qu'il paye le prix de la défiance dont il a fait montre vis-à-vis de Ousmane Sonko, le Premier ministre, lors de la campagne pour les législatives anticipées? Non, bien avant, parce qu'on a vu Barthélémy Diaz en 2023 quand même, au moment où Ousmane Sonko avait besoin de son soutien, s'acharner sur Ousmane Sonko. Donc, le jour de sa condamnation dans l'affaire Adji Sarr, et on a vu Barthélémy Diaz aller négocier avec Macky Sall pour que son protégé ou son protecteur, Khalifa Sall, soit candidat. Et après, on a vu vraiment, il a joué un jeu pas du tout catholique quand on connaît un peu la nature des relations qu'il avait avec Ousmane Sonko. Donc, ça c'est resté en travers de la gorge de Ousmane Sonko. Et ça, certainement, il ne le pardonnera pas à celui qu'on appelait son frère siamois. Amadou Camara Gueye, à travers Barthélémy Diaz, c'est l'avenir d'un parti politique qui se joue, Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, lui-même qui se trouve être le mentor de Barthélémy Diaz. Aujourd'hui, quel avenir politique pour lui? Parce qu'il n'a pas pu réussir à la présidentielle et il n'est pas allé au Parlement non plus. Il ne s'est pas intéressé aux législatives en tant que tel. Il n'a plus d'avenir politique. Je pense que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a intérêt à soutenir Barthélémy Diaz. Parce que en 2029, Khalifa aura, je pense, plus de 72 ans, si je ne m'abuse pas. L'âge limite pour participer à l'élection présidentielle, c'est 72 ans au Sénégal. Il sera très difficile pour lui quand même de rebondir dans un paysage politique qui est en train de se renouveler. Et qu'en est-il de Taxawu Sénégal? On nous voit en Barthélémy Diaz son héritier. Oui, Barthélémy Diaz pourrait prendre l'élite et certainement aujourd'hui c'est la personne la mieux placée pour remplacer Khalifa Sall. Bon, reste à savoir qu'aujourd'hui on est en train de voir une nouvelle coalition du Parti socialiste émerger. On est en train de voir des retrouvailles de la famille socialiste d'antan, les retrouvailles avec Aminata Mbengue Ndiaye, avec l'ancien ministre, comment il s'appelle, Seydou Mbaye Thiam. Donc, il y a tout ce bouillonnement-là au sein du Parti socialiste. Donc, d'ici quelques mois, on verra qui va avoir l'élite dans ce parti-là. Même si au sein de Taxawu Sénégal, Barthélémy Diaz est la personne la mieux placée. Mais en politique, tout peut arriver. Hein? Tout peut arriver. Ce n'est pas des mathématiques. Donc, on peut avoir aussi des surprises. Donc, en ce qui concerne Khalifa, qui doit décrocher, mais il peut être là à jouer les rôles, par exemple, d'un conseiller, d'un sage, pour accompagner ces jeunes-là et avoir un renouvellement de leur classe politique. Parce que comme je l'ai tantôt dit, PASTEF, c'est une nouvelle classe politique, c'est les jeunes qui émergent aujourd'hui. Donc, si les partis d'opposition veulent rivaliser d'ardeur avec le parti du régime, il faut de nouvelles idées, il faut de nouvelles personnes capables quand même de challenger Ousmane Sonko, Diomaye, Birame Souleye ou bien le président de l'Assemblée nationale. En tout cas, s'ils veulent vraiment être au rendez-vous, il faut qu'ils amènent du neuf. Et comme le dit l'adage, on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Il faut des hommes nouveaux, il faut du nouveau punch, il faut du nouveau challenge pour pouvoir rivaliser avec ce parti-là qui continue de gagner du terrain, qui n'a pas encore atteint sa maturité, parce que PASTEF pourrait quand même gagner encore du terrain dans l'avenir. Mamadou Thior, PASTEF peut gagner du terrain dans l'avenir, mais avec une opposition en face. Est-ce que de la façon dont ça a commencé avec Barthélémy Diaz, on pourrait s'imaginer qu'il soit l'opposant numéro 1 à ce régime et que un jour il endosse le costume de chef de file de l'opposition? Mais c'est fort probable parce que là, c'est le régime qui aura cherché à donc ériger Barthélémy Diaz en son principal challenger. Parce que, comme je le rappelle,
les Sénégalais n'aiment pas quand on se sent sur plus faible. Et il faut que le régime puisse savoir raison garder par rapport à la gestion de ce dossier-là. Parce que, comme le disait mon confrère, aujourd'hui, par rapport à l'avenir de Tahaou, moi, je vois, il a raison, le rajeunissement de la classe politique. Je voyais quelqu'un comme Babacar Abambaye, qui est un leader de Saint-Louis, malheureusement, qui n'a pas été reconduit comme député, mais qui était sur une bonne rampe de lancement. Parce que, quoi qu'on puisse dire aussi, Barthélémy Diaz peut être clivant parfois, de par sa façon de faire de la politique, de par sa façon de parler, peut-être que ça lui réussit là, mais ça aussi, ça peut être un boulet. Et peut-être que Tahaou ferait mieux de miser sur un autre, à l'image d'Ababakar Abambaye, mais malheureusement qui a rompu les amarres juste après les législatives parce qu'il n'a pas semble-t-il aimé la façon dont Tahaou peut-être a fait de Barthélémy Diaz tête de liste et tout ce qui se passe par la suite. Donc là, il y a en interne un problème à régler au niveau de Tahaou. Et Khalifa, on l'a entendu, oui, dernièrement défendre Barthélémy Diaz, mais il a mis du temps à le faire. Et c'est à se demander, est-ce que quelque part, il ne dit pas que c'est bien fait pour Barthélémy qui peut-être sa candidature à la présidentielle avec le score misérable qu'il a obtenu est dû en grande partie, en se disant, Khalifa Sall, à l'attitude de Barthélémy Diaz tout au long de l'année 2023 avec un peu ces négociations secrètes avec le président Macky Sall. Et voilà, c'est ce qu'on peut dire par rapport au déboire de Barthélémy Diaz aujourd'hui. Je rappelle que Barthélémy Diaz a déposé des recours, espérant bien évidemment retrouver son fauteuil de maire de Dakar. En attendant, c'est la première adjointe au maire qui assure l'intérim. Merci à vous, chers confrères. Amadou Kamara Gueye, Mamadou Cho, je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup. Au Bénin, Patrice Talon a prononcé son discours sur l'état de la nation hier vendredi. Des succès indéniables dans tous les secteurs, d'après le chef d'État béninois. 2 points noirs tout de même, selon lui, la lutte contre le terrorisme et la cherté de la vie. Virgile Arwancet et Aziz Adam Soulé sont en ligne de Cotonou pour décrypter avec nous le message de Patrice Talon. Virgile, vous êtes le directeur de l'information de la web radio Crystal News. Aziz, vous êtes rédacteur en chef du journal Le Révélateur du Jour. Alors, chers confrères, si vous le souhaitez bien, nous allons écouter tout d'abord le président Patrice Talon avant d'entrer dans le vif de ce débat. Le seul domaine dans lequel nous sommes toujours à la peine reste celui de la lutte contre le terrorisme. Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, voire de le faire reculer, nos forces de défense et de sécurité positionnées sur nos lignes de frontières nord continuent d'être éprouvées par des terroristes en totale liberté dans des pays voisins. Je peux vous affirmer que les investissements qui sont en cours, tant en matériel, en infrastructure qu'en ressources humaines, nous permettront sous peu de tenir les terroristes loin de notre territoire. Honorable député, la cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat du plus grand nombre d'entre nous demeurent aussi pour moi un point d'insatisfaction et de peine. Mais ensemble, nous construisons jour après jour le pays afin qu'il offre à chacun, à terme, les meilleures opportunités d'épanouissement. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Virgile Arwancet, réaction? Moi, je voudrais commencer par vous féliciter parce que vous avez su si bien résumer un petit peu l'essentiel de ce qui s'est dit, ce que le chef de l'État a dit en s'adressant aux députés. Oui, ce sont donc les 2 réserves qu'il a mises sur sa gestion.
le terrorisme qui ne trouve pas toujours de solution, et puis la ceinture que les Béninois ne finissent plus de serrer, comme il a demandé depuis 8 ans maintenant qu'il est là. Les Béninois ont faim, il a reconnu. Puis il a fini par, disons, les menaces, je ne dirais même pas à peine voilées, ce sont des menaces claires. Il s'est positionné en défenseur du Bénin. Je ne sais pas, on en parlera tout à l'heure, comment il a pu être missionné, qui a pu le missionner. Mais le fait d'être chef d'État déjà, Virgile, lui donne le mandat pour parler au nom des Béninois. Ben, si vous voulez qu'on en parle déjà, Sani, vous savez, vous avez vu le cas des États-Unis. On trompe, le mauvais trompe, la peste, personne n'en voulait. Mais quand les Américains ont dit que oui, mais la démocratie l'a imposé, il est là, personne n'a contesté. Malgré les ennuis judiciaires, tout le reste. Donc, de mon point de vue, et vous ne me direz pas le contraire, Patrice Talon n'est pas au-dessus du Bénin, n'est pas au-dessus de la démocratie. Si le vœu des Béninois, c'est qu'il retourne dans ce passé que lui qualifie de honteux, et ce qui était d'autant plus honteux de mon point de vue, c'est que ce soit les représentants de ce passé-là, parce qu'il les a tous ramassés par la suite dans son équipe, dans son pouvoir, et ils étaient en face de lui, c'était eux, les ministres, c'était eux, ces députés, et qui applaudissaient. Si les Béninois disent que c'est de ce passé-là qu'ils veulent encore, dites-moi, en démocratie, il y a plus légitime pour empêcher ça? Sommes-nous toujours en démocratie dans ce cas-là? Voilà toute la question. Voilà, 2026 arrive, c'est l'année des élections générales. Peut-être qu'en ce moment, on va encore reposer le débat, Virgile. En attendant, je vais écouter Aziz Adam Soulé. Aziz, par rapport à ce que Patrice Talon a dit dans cet extrait qu'on vient d'écouter. Déjà, il faut reconnaître le mérite d'un chef d'État qui, précédemment aux autres exercices, est resté égal à lui-même. J'ai trouvé globalement un discours d'autosatisfaction, un discours où les mérites en 8 ans de gestion du pouvoir Patrice Talon ont été vantés. Alors, revenons sur l'extrait que nous avons écouté il y a un instant. Oui, il faut au moins lui reconnaître que ce n'est pas que ces aspects-là seulement qui démontrent de ce qui a mal donné au Bénin. Au moins, il a eu le mérite de reconnaître qu'au plan sécuritaire, le Bénin n'a pas encore réussi à trouver la thérapie de choc. Le premier magistrat du Bénin a reconnu également qu'il y a mal donne, le panier de la ménagère souffre toujours. C'est déjà, à mon humble avis, un motif en tout cas de reconnaissance et de satisfaction. Maintenant, dans le fond, Vigile le disait tantôt, est-ce que le ton menaçant est l'idéal? Bon, on va y revenir dans les détails, mais ce qui concerne le cas de la montée du terrorisme, nous savons tous que ce n'est pas un phénomène qui est unique au Bénin. Ça se constate dans la sous-région. Certes, des promesses ont été faites, j'allais dire, pour que le Bénin reste toujours en ordre de veille, pour rester, on va dire, en ordre de veille, disais-je, et affronter l'ennemi. C'est déjà bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est là, en fait, moi, j'attendais un Patrice Talon sur cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on fait de ces différents soldats-là qui tombent sur le champ d'honneur? Est-ce qu'il y a ce suivi-là, justement, de l'après, comment on appelle, de la descendance de ces concernés? Pas plus que la semaine dernière, je pense que Vigile va le confirmer, on a eu encore des attaques à l'intérieur du pays. Mais c'est mort en cascade. Quelle est la thérapie de choc au final? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour réduire, on va dire, ces cas-là? C'est vrai que le phénomène ne peut pas finir de sitôt. Véritablement, le gouvernement fait sur ce quoi, de façon concrète sur ce plan-là. Certes, il y a des équipements qui sont envoyés, tout ça, Mirador, oui. Il y a également, Patrice Talon a annoncé qu'il y a des équipements qui sont acquis pour pouvoir renforcer l'arsenal des hommes au front. D'accord. Il a promis que très bientôt, ça va aller sur le front de la lutte antiterroriste. D'accord.
D'accord. En attendant, sur le front de la lutte antiterroriste, ça va aller. C'est vrai que c'est un monsieur, comme je le dis souvent, j'ai l'habitude de dire que Patrice Talon, quand vous écoutez ses discours, quand vous ne prenez pas le temps d'analyser de fond en comble et vous le prenez au premier degré, c'est que vous allez vous tromper. Parce que le monsieur, il a un objectif, il sait là où il va. Ça, c'est un autre débat, un autre débat, je suis d'accord. Mais revenant sur ce discours d'aujourd'hui, à vous dire vrai, au-delà des deux aspects qui ont été abordés, il y a des points d'insatisfaction. Vigile avait commencé déjà par le dire, mais le mérite également, tout n'a pas été rose sous Patrice Talon en 10 ans, en 8 ans plutôt de gestion du pouvoir. Certes, il a parlé des constructions de routes, au plan sanitaire, qui a eu des avancées, même si là encore, j'ai des craintes. Vous voyez, par exemple, j'aurais voulu écouter le chef de l'État sur la situation des dialysés, malgré l'exonération des intrants, disons, dans la composition, justement, de ces cas-là de dialysés. Ça n'a pas été fait. Pourtant, à l'Assemblée nationale, écoutez, les députés de l'opposition sont revenus plusieurs fois sur cet aspect. C'est aussi ça, à mon humble avis, l'autre pan du social. Et donc, j'aurais voulu également écouter et attendre Patrice Talon sur d'autres, on va dire, d'autres chapitres. Donc, pour moi, à dire vrai de mon regard d'analyste, je suis resté sur ma faim parce qu'il y a des aspects qui ont été survolés et en 15 minutes, en une vingtaine de minutes, il y a beaucoup plus eu de points positifs que les véritables challenges et les défis sur lesquels on attendait véritablement le premier magistrat du Bénin. Virgile Aroncet, Patrice Talon avait promis une année hautement sociale, mais à vous entendre, c'est comme si les objectifs n'ont pas été atteints, et à écouter aussi les forces politiques de l'opposition qui se sont exprimées dans cette semaine, c'est que la situation, surtout des droits humains, même les plus élémentaires, est critique. Eh bien, ce n'était même pas seulement l'année 2024 qui allait être hautement sociale. Si vous vous rappelez bien, c'est à son deuxième mandat, dès le début de son mandat, qu'il avait promis un mandat hautement social. Vous vous trompez là parce que depuis, il ne répète plus ça, hein. Ni lui, ni ses oreilles, plus personne n'en parle. Et ils avaient accompagné cela d'un programme de gouvernement qu'ils ont appelé développement, ça y est, le développement, ça y est. Plus personne ne dit ça parce que on a vu que décidément, ça ne prend pas. Donc, plus personne ne dit le développement, ça y est. Virgile, mais sur le plan économique, il y a des feedbacks de certains organismes qui sont respectables et respectés à travers le monde. Quand, par exemple, la note du Bénin passe à BB dans le concert des pays économiquement forts, c'est un message. Oui, vous me direz qu'on a le meilleur ministre des Finances d'Afrique également. Mais tout ça, ce sont des indicateurs de l'aro du RO là-bas qui ne disent rien, qui n'ont aucun répondant dans la réalité au Bénin. Mais posez la question à Aziz, peut-être qu'il me dira le contraire, mais ça m'étonnerait. Mais tous les Béninois se plaignent et ce n'est pas seulement des mots. Que ce soit au marché, voyez-vous, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les maisons, tous les Béninois se plaignent presque. Et c'est comme ça que des Béninois meurent également pour un rien. Regardez, le taux d'AVC, comme on dit, a énormément augmenté dans le pays. Le stress est énorme, les pressions. Quand le dirigeant dit, oh oui, bon, ils font une peinture du pays dégradante à l'extérieur, tout le reste, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Que vous soyez mouvancier, c'est-à-dire que vous soyez proche de Patrice Talon, que vous soyez opposant ou anonyme, loin de la politique, ce sont des réalités au quotidien. Vigile, est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas un problème structurel, notamment quand on prend l'économie? Le taux de croissance, c'est bon de l'avoir, et dans le cas du Bénin, le taux de croissance y est, mais sa traduction dans le bas peuple demeure un problème. Ce n'est pas le Bénin seulement qui a ce problème. Oui, mais après, vous dites que c'est un problème tout de même. C'est un problème. Si les indicateurs sont meilleurs, c'est beau, et que les citoyens ne vivent pas bien, ils ne savent pas de quoi vous parlez. Quand on dit que vous avez le meilleur ministre de l'économie et des finances, on a envie de croire que vous avez le meilleur thérapeute des solutions socio-économiques des citoyens. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est là où les Béninois se trouvent
déconnectés, n'est-ce pas, de ces réalités. C'est pas d'aujourd'hui, hein, vous avez raison, de ces réalités de Bretton Woods. C'est trop loin là-bas aux États-Unis, FMI, Banque mondiale. Aziz Adam Souley, il y a quand même des progrès que Patrice Talon a cités dans son discours. Oui, absolument, il y a eu des progrès, comme le dirait l'autre, il faut ne pas être, il faut au moins lui reconnaître un certain nombre de mérites malgré les problèmes que nous décrions au quotidien où parfois nous sommes menacés. Et parlons justement de progrès dans ce discours d'autosatisfaction, comme je le disais tantôt. Il y a eu par exemple la situation on va dire, de la microfinance, j'allais dire. Sur le plan de la microfinance, Patrice Talon a par exemple reconnu qu'il y a eu des avancées au niveau de l'éducation. Il y a, bon, on va dire qu'il a annoncé la construction de plusieurs lycées et comment on appelle, et collèges. On attend de voir, même si sur ce point-là, Patrice Talon est resté plus ou moins affirmatif et péremptoire, parce qu'il a précisé que même s'il y en a qui doute encore que, on va dire que qu'il le fera sans doute avant de partir. Et puis, ce pic-là qu'il a eu subtilement, on va dire la manière d'envoyer à ses amis d'en face, à l'opposition, où il dit que même si, comment il a dit là, voilà, que la route, pour ne pas paraphraser, ne permet pas peut-être de manger, mais le développement passe également par la route. Ça, il faut reconnaître, par exemple, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Patrice Talon le mérite au moins d'avoir modernisé certains de nos artères à Cotonou et comme dans d'autres villes secondaires du Bénin où des efforts assez remarquables se font. Alors, au-delà de ça, il a parlé de plusieurs aspects sur le plan éducatif, par exemple les cantines scolaires. Ça, c'est vrai, c'est un fait. Aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements publics, il y a l'élève qui peut manger, même si c'est pas forcément à satiété. Mais les repas sont Aziz, servis. Quand on prend le chantier des droits humains aujourd'hui, il y a eu un recul. Et qu'est-ce qu'il faut faire avant 2026, année où Patrice Talon est censé passer la main à son successeur? Ben, vous me tendez si bien la perche parce que c'est l'un des aspects sur lesquels j'allais revenir. Et puisque vous en parlez, allons-y. Vous n'avez pas entendu un Patrice Talon, par exemple, revenir sur ces différents aspects-là dans son discours sur l'état de la nation. Il sait pourquoi il n'est pas revenu dessus. Pour lui, au plan de la justice, beaucoup de choses, en tout cas, s'améliorent. Si je dois m'en tenir à ses propos, bon, en termes d'amélioration, moi, de mon regard d'analyste, je me demande véritablement si ce n'est que sur des antennes comme les vôtres ou de mon confrère Vigile Awansi où le journaliste se sentit libre de s'exprimer, par exemple. Ça pour vous dire quoi, Sanimouni Seibou, osons le dire, sur le respect des droits humains, il y a eu un recul démocratique, il y a eu un recul des libertés chez nos pays. Il faut pouvoir le dire, il faut le marteler parce qu'aujourd'hui, je prends un cas très simple. Il y a plusieurs exemples qui le montrent à suffisance. Le cas le plus récent, c'est l'affaire Louis-Philippe Rouméon. Et vous avez entendu son avocate le dire avec véhémence. Dans quel pays, sans un mandat d'arrêt, on fait irruption et on escalade la clôture d'un ancien général? Fut-il ancien? Pour moi, c'est qu'il y a problème à ce niveau. Dans quel pays, par exemple, les institutions internationales trouvent par A plus B que par rapport à certains détenus politiques, la procédure n'a pas été respectée. Et malgré ça, on sait combien sont-ils qui coupissent toujours derrière les barreaux, malgré que la procédure n'a pas été respectée. Le cas Oumvi, on sait comment il a été traqué à Lomé et ramené de force au Bénin. Voilà des cas patents qui prouvent à suffisance. Et donc, puisque vous demandez ce qu'il faut faire pour moi, je pense qu'il faut continuer par insister sur le fait qu'il y a mal d'ordre, même si le premier responsable de ce mérite collectif-là, qu'il ne faut forcément pas lui retirer. Ça, on sait que c'est sous Patrice Talon qui a eu un développement où, comme il le dit souvent, il se plaît ou se complaît à le dire,
que le Bénin est en train de se rattraper, en train de rattraper des échecs d'il y a 10 ans. Bon, nous ne pouvons pas dire que c'est uniquement que des échecs qui ont été enregistrés avant son mandat. Il y a eu également des avancées qu'il est venu trouver pour parfaire. Et donc, pour moi, ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire, c'est de dialoguer. Ce dialogue-là, qui semble être un dialogue de sourds, dialoguer, accepter justement aller au consensus. Parce que quand la frustration est autant enregistrée, quand la frustration est autant créée, je ne sais pas ce à quoi nous sommes peut-être appelés à s'attendre en 2026. Quand vous écoutez ce discours-là, avec ces pics-là envoyés aux amis d'en face, justement à l'opposition, on se rend compte véritablement que Patrice Talon reste égal à lui-même et reste inflexible. Et bon, je me pose la question véritablement de savoir si ça doit continuer ainsi. Et c'est là que je fais appel justement à l'implication de ces nouveaux ministres conseillers pour qu'on puisse les voir véritablement à l'œuvre, être au contact des populations et leur dire véritablement pour qu'ils puissent lui faire un retour fidèle. Pouvoir dire à M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, que ça ne va pas sur des aspects donnés et qu'il puisse être réceptif. Parce que l'autre chose, c'est de poser le problème. L'autre chose, c'est d'être aussi réceptif et aller à un consensus sans le monde ici. Virgile Larouance, Patrice Talon est droit dans ses bottes. Il a été tout de même clair. Il dit la compétition politique, la démocratie, tout ça doit se faire dans le strict respect des principes de développement du Bénin. Bien sûr, mais le Bénin n'a rien inventé, vous le savez. Le Bénin n'a rien inventé en matière des règles démocratiques, en matière des règles de gouvernance publique. Donc, je ne sais pas de quoi parle Patrice Talon quand il parle ainsi. Si le Bénin n'était pas debout économiquement, Patrice Talon est venu prendre un pays en faillite. Est-ce que Patrice Talon est venu prendre un pays en faillite en 2016? La réponse est non. Le taux de croissance dont on parle, tout le reste, on n'était pas si bas que ça. En réalité, même quand on parle d'infrastructure, vous aurez observé, Aziz, que la plupart des ministères au Bénin, les ministères, les locaux qui abritent les ministères, c'est sous la Révolution, c'est pas sous Patrice Talon. Si cela n'avait pas été fait, peut-être que c'est à ça qu'il serait en train de se consacrer aujourd'hui. Donc c'est parce que ça s'est fait que il a la possibilité d'aller sur d'autres chantiers. Les routes dont on parle, c'est vrai. Il fait les routes a priori de qualité qu'on voit physiquement, et on apprécie, les Béninois apprécient ces choses. On ne dit pas que tout est mauvais, n'est-ce pas? Mais, par exemple, quand bien même vous parlerez des routes, vous direz, mais ça coûte combien? Patrice Talon n'est pas capable de dire combien les routes qu'on construit au Bénin, combien ça coûte. Mais c'est quand même des données basiques partout dans tous les pays. Je ne sais pas si on sort du sujet, son salaire, combien Patrice Talon gagne, on ne sait pas. Ses ministres, combien ils gagnent, on ne sait pas. À combien on fait tel travaux, tel chantier, tel travaux, on ne sait pas. Mais combien ça coûte, parce qu'après, oui, c'est beau, il travaille, ceci, mais quand on ne sait pas combien ça coûte non plus, ce n'est pas un principe démocratique, vous ne me direz pas le contraire. Ce n'est pas un principe de bonne gouvernance. On doit pouvoir savoir la reddition de comptes. Ça fait partie des principes démocratiques dans un pays démocratique, disons, aux normes internationales. Voyez-vous? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On ne dit pas que tout est mauvais. Maintenant, sur le plan des droits humains, alors, là, c'est catastrophique, c'est normal qu'il ne puisse pas l'évoquer. Il n'est pas en mesure de l'évoquer. Je vous donne cette primeur-là. Je sors d'une conférence de presse avec l'un des avocats, le porte-parole des avocats de Olivier Bocon. Vous savez ce qu'il a déclaré au sujet de son client? Eh bien, il dit que le client est enfermé 24 sur 24. Il n'a pas droit au soleil. Il ne sait pas quand il fait jour, quand il fait nuit. C'est ce qu'il vient de déclarer il y a quelques minutes. Ces conditions sont drastiques. Ces conditions de détention sont drastiques et cela est en train d'entamer même sa santé physique et psychique. Mais voyez, quand on en arrive à ça, et pourtant, j'ai dit, Olivier Bocon, c'était son ami, son moi hier, n'est-ce pas? Eh bien, quand on en arrive à ce degré de privation, on va dire, des libertés, quand je dis liberté, c'est-à-dire les droits fondamentaux des individus, et j'ai dit, Olivier Bocon, hier, c'était Rikiat Madougou, les conditions n'ont pas pour autant évolué.
Et Steve Amoussou, frère Moubi, il est passé aussi par ces mêmes conditions-là, isolement total. Il n'a droit à voir le soleil que quand son avocat est là ou que sa maman lui a apporté à manger. C'est pareil pour Olivier Vaucon aujourd'hui. Mais là, ce n'est pas seulement des problèmes de droits humains. Et le Bénin n'en a pas besoin. On peut faire les routes sans en arriver à ce niveau de dégradation des libertés. C'est de ça qu'il s'agit. Quand les Béninois parlent, ça ne veut pas dire que Patrice Talon ne fait rien. Comment on peut faire 8 ans à la tête d'un pays sans rien faire? Non, ce n'est pas possible. Mais on peut bien réaliser les choses avec un minimum, n'est-ce pas, de retenue dans certaines choses. Imaginez, il n'y a qu'au Bénin que quand vous avez été détecté dialysé, ben vous êtes condamné à mort. Partout au monde, les frais sont tellement exorbitants que c'est l'État qui prend ça en charge. Au Bénin, non. Virgile Arroncet, vous êtes directeur de l'information de Crystal News, une web radio. Vous étiez avec Aziz Adam Soulé, rédacteur en chef du journal Le Révélateur. Merci à vous deux, chers confrères. Très bon week-end à Cotonou. Merci beaucoup, Sani. Merci beaucoup. Dans l'heure des citoyens, nous parlons également de la Guinée. La date butoir pour le retour du pouvoir civil, c'est le 31 décembre. En tout cas, si l'on s'en tient à l'accord entre la CEDEAO et les autorités militaires en place à Conakry, mais tout semble indiquer que la promesse ne sera pas tenue. D'ailleurs, aucune disposition n'est prise pour la tenue d'élections en Guinée. On ne connaît même pas la date de ces élections. Du côté de l'opposition, il faut signaler que les forces vives ont déjà averti pour dire qu'à partir de janvier, c'est une transition civile qui sera mise en place. La CEDEAO est annoncée en Guinée. Pour quel jour, on ne sait pas encore. Nous discutons de la situation et ce qui pourrait se passer après le 31 décembre avec deux invités en ligne de Conakry. D'abord, Ibrahima Ba, vous êtes analyste politique. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Mamadou Boy Diallo. Vous êtes journaliste et administrateur général du site d'information convergence guinée.com. Oui. Bonjour. On sait que les manifestations sont interdites en Guinée et les forces vives, dans leur stratégie pour pouvoir revendiquer, les manifestations de rue ne sont pas exclues. En l'état actuel des choses, si rien ne change jusqu'au 31 décembre, est-ce qu'il faut avoir des craintes par rapport à la suite des événements du côté de la Guinée? Je commence par Mamadou Boy Diallo. La Guinée continue dans cette transition qui a connu des hauts et des bas, qui est loin d'être terminée, puisque vous le savez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que cette transition était censée prendre fin à la fin de cette année, le 31 décembre 2024, mais malheureusement, tout porte à croire que tout cela est reporté au calendrier grec, puisque les autorités ont clairement indiqué qu'elles ne sont plus en mesure de respecter en tout cas les clauses, le contenu de cet accord dynamique passé avec la CEDEAO, qui était censé mettre fin à cette transition en 2024. Alors, il faut certainement s'attendre à des situations dans ce cas de figure, puisque, disons, les engagements qui ont été pris initialement n'ont pas été respectés. Vous avez vu que Mamadi, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, avait clairement indiqué que cette transition allait prendre fin en 2024. Finalement, ce rendez-vous ne sera pas respecté. Et de l'autre côté, il y a les forces vives de la nation, composées de coalitions de la société civile, mais aussi de coalitions politiques qui invitent, qui ne cessent d'inviter d'ailleurs, voilà, la junte militaire au pouvoir, de respecter les engagements pris, dater les pas pour en finir avec cette transition. Je ne peux pas tout de suite dire que c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer. On va donner le temps au temps. Mais j'estime que quand on est dans une transition, c'est une période difficile, fragile. Il appartient à l'ensemble des composantes de la nation d'œuvrer pour, en tout cas, éviter des situations incertaines, des situations conflictuelles, des situations qui peuvent, n'est-ce pas, amener de l'instabilité politique, sociale, économique dans le pays. Aujourd'hui, la Guinée est à la croisée des chemins. Le pays est doté d'immenses ressources. L'exploitation de tout ceci nécessite une stabilité politique, une stabilité sociale. Il appartient aujourd'hui aux autorités militaires
de comprendre qu'il ne sert à rien de conduire cette transition en solo. Il faut écouter les autres parties prenantes, il faut les approcher, il faut ouvrir un dialogue pour que nous ne puissions pas basculer, je ne le souhaite pas, dans des spirales de violence qui vont encore engendrer des morts et des blessés pour le pays. Franchement, c'est regrettable. Ibrahima Ba, il faut noter que les politiques guinéens avaient quand même caressé l'espoir avec la nomination du Premier ministre Bahouri. Qu'est-ce qui a fait qu'entre-temps, ils ont déchanté? Bon, mais écoutez, Bahouri, qui est un fin connaisseur de la vie sociopolitique de la Guinée, qui a une expérience depuis les années 90 jusqu'à maintenant, qui connaît pratiquement tous les acteurs, y compris les plus importants, que ce soit au niveau du RPG, au niveau de l'UFR avec Sidia Touré ou de l'UFDG de Cellou Dalein. Tous ces gens sont ses anciens compagnons. Mais ça fait près d'un an depuis sa nomination, il n'y a aucun signal qu'il n'a fait à l'endroit des politiques. On a l'impression que le précédent Premier ministre Bernard Gomou, qui est un technocrate, fait mieux que Bahouri en matière de dialogue, en matière d'effort de conciliation des positions entre les différents acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée. Est-ce que sa marge de manœuvre n'est pas réduite quand on sait qu'en face, il y a également de vieux routiers comme Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo? Ce n'est pas facile de discuter aussi. Non, mais écoutez, même si on sait qu'il y a des gens qui ont aussi des positions crispées un peu, les gens ne veulent pas véritablement, ils posent des préalables avant de venir autour de la table, mais en termes d'approche, en tout cas pour ce qui est officiellement, on n'a pas vu Bahouri mener des démarches vers un quelconque parti politique ou bien une quelconque formation politique. On a l'impression qu'il s'occupe plutôt de la politique interne en ce qui concerne ce qu'ils appellent la refondation. Il va tantôt pour inaugurer des chantiers ou bien pour faire des cérémonies. Et c'est pas de ça que le peuple de Guinée l'attend. Bahouri, c'est quelqu'un qui avait de l'aura au sein de l'opinion publique guinéenne, qui est respecté compte tenu de son passé, compte tenu de sa connaissance du pays. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un sur lequel il fallait vraiment compter pour permettre aux acteurs de revenir autour de la table. Maintenant, si cela n'est pas fait, ça veut dire quelque part il y a un manquement de son côté. Maintenant, si lui-même il sait qu'il n'a pas la marge de manœuvre, à lui-même de dire ou bien de décliner le poste de Premier ministre, ou bien il veut se contenter simplement de faire de la figuration dans cette transition. Ce serait vraiment dommage par rapport à sa carrière politique de rester muet comme ça durant toute sa primature. Maintenant, de l'autre côté, là où les acteurs sociopolitiques attendent le général Doumbouya, c'est l'allocution du 31 décembre, le discours de Nouvel An. Il sera très, très scruté parce que on attend des annonces, on attend encore Il y a un an, il avait annoncé le référendum pour 2024, rien ne s'est passé. Oui, effectivement, mais cette fois-ci, c'est un autre tournant décisif, d'autant plus que la transition devait s'achever en décembre 2024. Et vous avez vu déjà qu'il y a des acteurs politiques qui appellent à la formation d'un gouvernement d'union nationale, à la mise en place d'un organe de gestion des élections et de revenir même sur la constitution de 2010. Parce que là, le projet de la nouvelle constitution qu'on est en train de voir au Guinée ne trouve pas adhésion au sein de la classe politique, mais aussi et surtout au sein des citoyens guinéens. Et à cette allure, on risque de traîner. L'autre élément aussi, le plus important qu'il faut observer aussi avec cette junte, c'est que dans les lignes budgétaires de 2025, il n'y a aucune ligne qui est consacrée l'organisation des élections à la République de Guinée. Ça peut amener aussi les acteurs politiques à se radicaliser dans leur position pour exiger le départ de la junte et la mise en place d'une transition civile. Mamadou Boy Diallo, il faut signaler que tout est au point mort pratiquement sur le plan politique. La mésentente, elle est prononcée entre acteurs politiques. Les religieux ont été appelés à la rescousse, mais n'ont pu réellement rien faire de significatif. À côté, la CEDEAO également est dans le jeu, mais comment ça va se passer après le 31 décembre, personne ne peut le dire. Quelle formule miracle pour sauver aujourd'hui la Guinée? Écoutez, la formule miracle, moi je pense que c'est les vertus du dialogue, puisque avec le dialogue, on a cette force de proposition de part et d'autre pour que les acteurs autour de la table arrivent à un compromis. Mais vous savez que le cadre de dialogue mis en place par les autorités n'intéresse pas les opposants qui ont posé des préalables que le pouvoir ne veut pas prendre en compte.
Oui, le cadre de dialogue, ce cadre de dialogue, il faut reconnaître que ce n'est pas un cadre de dialogue inclusif, d'où aujourd'hui le problème qui tourne autour de cela. Si le cadre de dialogue avait été inclusif et que toutes les parties prenantes étaient invitées et que leurs préoccupations étaient prises en compte, je pense que ce cadre de dialogue devrait en principe refléter des résultats probants qui puissent nous permettre de sortir de cette transition avec beaucoup plus d'élégance, d'honneur et de dignité. Maintenant, vous avez vu que ça n'a pas été le cas, parce que quand vous prenez des grands partis politiques de la place, comme l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel et tant d'autres partis politiques, on peut tout leur reprocher, mais il reste et demeure de grands partis politiques et une grande majorité des Guinéens s'y reconnaissent dans ces partis politiques. Je n'oublie pas aussi le Bloc libéral, qui est un parti émergent, qui a fait ses preuves, lors des élections passées, le PEDN et tant d'autres. Mais je pense que véritablement en Guinée, ce qui se passe, c'est déplorable parce que vous avez touché tout à l'heure le cas plutôt des religieux. Je pense que les religieux doivent aller un peu plus dans leur façon de faire, dans leur manière de faire. C'est pourquoi vous avez vu récemment en Guinée que l'Église chrétienne, a quand même fait de la voix. Elle a publié des communiqués, des déclarations dans lesquelles elle appelle non seulement le pouvoir en place, c'est-à-dire le CNRD, mais aussi les forces vives, les partis politiques, à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Je pense que ça, c'est une démarche qui est à saluer. Mais quand vous prenez, par exemple, du côté de la Ligue islamique, donc tout ce qui touche un peu la religion musulmane, nos grands imams de la place, je ne vois pas trop leur approche, leur touche, leur partition pour que les positions ne se radicalisent pas, alors qu'ils ont un rôle important aussi à jouer. Maintenant, en ce qui concerne la CEDEAO, vous savez, aujourd'hui, la CEDEAO, c'est une institution qui souffle le chaud et le froid. Pourquoi? Parce que en aval, la CEDEAO, c'est une institution qui avait pour vocation le développement économique de l'espace sous-régional, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, la géopolitique a évolué de telle sorte que l'espace sous-régional ouest-africain est en proie à une instabilité qui ne dit pas son nom. Vous avez vu les coups d'État au Niger, au Mali, au Burkina Faso, mais aussi en Guinée. Tout cela a conduit aujourd'hui à ce qu'on appelle la dislocation en partie de la CEDEAO, les États de l'AES. Vous avez vu que les trois États, Burkina Faso, Mali et Niger, ont formé un bloc à part. Donc aujourd'hui, la CEDEAO, je pense qu'il faut en tout cas reformer cette institution. Il faut que cette institution fasse preuve de sursaut pour qu'elle puisse être véritablement écoutée. Puisque à l'issue de son 66e sommet, il y a une mission qui est attendue à Conakry, mais cette mission, je ne pense pas qu'elle pourra débloquer les lignes. Parce qu'en Guinée, nous avons aussi une junte militaire qui fait tout à elle seule. J'ai l'impression que cette junte militaire n'associe pas les autres acteurs politiques. On est dans cette spirale, dans ce spectre de refondation et de rectification institutionnelle, alors qu'on ne peut pas en tout cas mettre tous ces projets en place si on n'associe pas aussi les acteurs politiques, les acteurs sociaux. Donc je pense, pour terminer, il est important à ce tournant que les Guinéens se parlent. La solution ne viendra pas ailleurs. Il faut que les militaires au pouvoir et les forces vives de la nation qui englobent à la fois les partis politiques et les coalitions de la société civile, que tout le monde, n'est-ce pas, considère que ce pays ne doit pas basculer, que ce pays a besoin de la stabilité, de la cohésion, de la paix, pour que nous puissions vivre en harmonie ici. Mais s'il y a des situations d'instabilité politique, je pense que ça peut augurer des lendemains vraiment malheureux pour le pays. Ibrahim Abba, des Guinéens se mobilisent pour susciter la candidature du général Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qu'une éventuelle candidature, qu'est-ce qu'une acceptation de sa part pourrait créer dans le contexte actuel? Non, mais écoutez, ça sera forcément une instabilité politique. On aura une déception totale des Guinéens. Vous savez, dans l'histoire récente de la Guinée, vous avez vu ce qui s'est passé en 2009. Les problèmes des Dadis ont commencé lorsqu'il avait dit « si je veux, je me présente, si je veux pas, je ne me présente pas ». Et contrairement à Dadis Camara, Dadis n'avait pas pris d'engagement solennel devant le peuple pour dire que je n'allais pas me présenter à une élection présidentielle. Il n'avait pas prêté serment devant une charte de transition où il avait dit qu'il n'allait pas être candidat. Ce que Doumbouya a fait devant tout le monde, il a réitéré lors d'une allocution
solennel au niveau de notre pays, dans un discours solennel lors de la fin d'année. Et ça prouve à suffisance qu'il est lié par ses engagements, il est lié par un serment. Si aujourd'hui le général accepte, au nom de toute la propagande qui est en train de se faire, au nom de tous les toubadous qui sont en train de souffler autour pour dire qu'il faut qu'il soit à tout prix candidat, c'est mener le pays vers le chaos. Parce que la Guinée, on se rappelle même récemment que ce qui avait créé les tensions politiques, c'était le 3e mandat d'Alpha Condé. Si aujourd'hui Doumbouya vient balayer Alpha Condé et nous dit que lui-même il va se présenter à une élection présidentielle, ça veut dire quelque part qu'il y a problème. La refondation qu'ils ont promis à la Guinée, le fait de remettre le pays dans les rails, tout ça n'était que du vent. Ce serait vraiment dommage de voir un officier qui a fait tout ça et se renier de cette façon-là et pour plonger le pays dans le chaos. Nous, ce que nous disons, nous attendons cette annonce au niveau du 31 décembre, ce discours. Quelles sont les annonces phares qui seront faites? Quels sont les engagements qui seront pris par rapport à la fin de cette transition? Vous pensez que la suite dépendra de ce qu'il dira le 31 décembre? Mais évidemment, s'il fait un discours dans lequel il réitère sa non-candidature, il indique que toutes les élections peuvent véritablement, pour ne pas dire les élections majeures telles que le référendum constitutionnel, les élections présidentielles et les élections législatives peuvent se tenir dans le courant de l'année 2025, je pense que cela peut, un tant soit peu, apaiser les tensions dans le pays. Maintenant, l'autre côté qu'il va falloir aussi ne pas nier, ne pas écarter, c'est l'aspect inclusif de cette transition-là. Vous savez qu'il y a des acteurs qui sont en exil, que ce soit des acteurs de la société civile ou bien des acteurs politiques. Ces gens-là comptent beaucoup. Ils ont une opinion favorable à l'intérieur de ce pays. Donc, il ne peut pas parler d'une transition inclusive ou bien d'une élection inclusive sans que ces acteurs-là ne puissent participer autour de la table. Maintenant, à lui et son premier ministre et son gouvernement de trouver la bonne formule pour avoir cette approche de mettre tout le monde autour de la table. Sans quoi, la Guinée risque encore de retourner encore dans des années en arrière, ce qui n'est pas bon pour notre pays qui a tant souffert depuis ces 50 dernières années. Mamadou Boye Diallo, vous pressentez aussi le chaos si Mamadi Doumbouya acceptait d'être candidat, comme le demandent ses supporters et sympathisants? Le chaos, le mot, j'estime qu'il est trop fort, mais en même temps, je caresse l'espoir que en lieu et place du mot chaos, ça sera, disons, le mot unité, paix, pour le bonheur de la Guinée et des Guinéens. Écoutez, je pense que officiellement, Mamadi Doumbouya n'a pas dit qu'il sera candidat. Je dis bien officiellement. Mais sur le terrain, il y a des signes avant-coureurs. Vous avez vu tous ces mouvements de soutien qui s'organisent ça et là à travers le pays. Alors qu'à sa prise de pouvoir, le CNRD s'était engagé à se passer carrément de ces mouvements de soutien. C'est ce qui a conduit d'ailleurs, voilà, au drame survenu en Guinée-Corée. Je pense que ça, ils ont failli à leur mission à ce niveau. Il fallait vraiment pas renouer avec ces mouvements de soutien qui sont budgétivores, qui ne visent qu'à remplir les poches, mais pas véritablement stimuler la croissance économique dans le pays, par exemple. Nous attendons, comme l'a dit Mbemba, le discours de Nouvel An du chef de l'État, c'est un discours qui est très attendu dans la mesure où c'est un discours qui sera suivi pratiquement par les Guinéens. Et à travers ce discours, nous pourrons projeter de ce qui adviendra. Moi, j'ose espérer que Mamadi Doumbouya va respecter ses engagements. Je pense que dans la vie, quand on est soldat et qu'on s'engage sur la Bible ou le Coran, il est important quand même de respecter cela. Si maintenant, pas plus tard qu'hier, c'est ce que je disais à un haut cadre de ce pays, je dis de toute façon, Mamadi Doumbouya, il est face à ses responsabilités. S'il décide de se porter candidat, les conséquences seront là. S'il décide aussi de ne pas se porter candidat, eh bien, les conséquences aussi seront là. À lui de choisir. Il y a eu des exemples ailleurs où des militaires se sont emparés du pouvoir, ils ont respecté leur engagement, ils se sont retirés, ils sont revenus en force. Mais vouloir forcer la situation, respecter et oublier les engagements pris, être vraiment dans la boulimie du pouvoir et ne pas respecter ces engagements, je pense que c'est très dangereux. C'est un chemin qui ne mène pas souvent à l'honneur et à la dignité humaine. Je pense que, à sa place, je le conseillerais tout simplement de respecter ses engagements. Maintenant, comme l'a dit Mbemba,
ce discours de nouvelles, on l'attend. On l'attend parce que je sais que dans ce discours, beaucoup de choses seront dites et c'est à l'issue de ça que nous allons déterminer la suite des choses. Merci à vous, Mamadou Boy Diallo. Vous êtes journaliste et administrateur général du site d'information convergence gn.com. Merci également à Ibrahima Ba. Vous êtes analyste politique. Chers invités, bon week-end à Conakry en Guinée. Merci. Allez, merci. Bon week-end à vous. C'est la fin de ce numéro de l'Ordre des citoyens. On a parlé du Sénégal avec l'avenir politique de Barthélémy Dias, déchu de son poste de maire de Dakar. On a ensuite parlé du Bénin avec l'adresse à la nation de Patrice Talon qui relève des progrès dans tous les domaines. Le chef d'État béninois a souligné 2 points d'insatisfaction. La lutte contre le terrorisme qui ne prend pas pour l'instant et la cherté de la vie. Nous avons terminé par la Guinée où des craintes subsistent par rapport à ce qui pourrait se passer après le 31 décembre. C'est la date que le général Mamadi Doumbouya avait choisie pour passer la main aux civils, mais aucun signe de l'organisation d'élections. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à toutes et à tous. Gardez la forme. Au revoir.